Eh bien, on va pouvoir y aller. Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci à vous d'être présentes ce soir pour ce débat, ce premier des bières et débats sur le cinéma, le traditionnel débat de début d'année, qui malheureusement aujourd'hui va se faire en distanciel comme beaucoup de choses depuis presque un an maintenant. Mais bon, au moins ça va nous permettre d'avoir des invités avec nous, comme lors d'un précédent débat que nous avions fait il y a quelques mois sur à nouveau le cinéma, pour changer de sujet bien entendu. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit tour de table pour présenter les invités, y compris ceux que l'on connaît déjà via notre chaîne. Bien sûr, les invités et eux, vous pouvez vous présenter de la façon qui vous plaît, hein, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de ni donner de votre prénom ou votre nom, vous dites ce que vous voulez de vous, mais juste qu'on puisse resituer votre voix par rapport à vos petits avatars. Écoutez, à partir de là, j'ai envie de mettre très mal à l'aise Clémence, je me permets de dire ton prénom, donc Clémence, vas-y, je t'en prie, tu peux commencer à te présenter et à ouvrir ce débat. Ouais, merci Corentin. Du coup, t'as déjà dit mon prénom, donc si vous voulez me choisir un avatar, c'est faisable. Du coup, Clémence est une amie du créateur de la chaîne. Le créateur, merci. Merci de rappeler ce mot, effectivement. Je suis le créateur de cette chaîne, je te remercie. Non, j'ai dit les créateurs. Ah merde. Et je vous remercie de m'avoir invité pour ce débat. Très honoré d'en faire partie. Eh bien, écoute, Estelle, je te laisse à ton tour te présenter. Oui, donc moi je suis Estelle, du coup je suis la copine de Corentin et on m'a déjà vu dans un précédent débat sur celui de, et je le dis avec mon bel accent, Dumbo. Dumbo. J'ai toujours dit Dumbo. Bon, je me permets aussi de faire d'anticiper la prochaine présentation, puisque au-delà de se présenter, on va surtout le féliciter. Je pense qu'il ne nous en voudra pas. Quentin, au nom de tout le reste de l'équipe, c'est-à-dire Antonin, et au nom de nos invités ce soir, nous te félicitons pour ta paternité nouvelle et nous te remercions très chaleureusement de bien vouloir te joindre à nous pour ce débat, malgré les 4 heures de sommeil que tu traînes pauvrement depuis maintenant un certain nombre de jours, et malgré évidemment le fait que tu sois sacrément occupé à d'autres affaires autrement plus importantes que ce débat médiocre. Merci pour vos félicitations. Donc voilà, effectivement, jeune papa depuis quelques jours d'un petit Raphaël qui nous occupe beaucoup, mais j'ai réussi à me dégager un petit moment pour faire notre traditionnel débat annuel. Alors concrètement, ça veut dire juste qu'il l'a bourré au Lexomil. Hein. Alors, ne révèle pas tout de suite les conseils paternité parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo, Antonin. Je suis actuellement en train d'écrire un top 10 des meilleures astuces pour endormir votre bébé. Et la moitié, à peu près, sont à base de médicaments, forcément. Hein. Et les 2 dernières vont vous étonner. Eh bien, vas-y, Antonin, tu peux conclure ce petit tour de présentation. Je sais pas si on a encore besoin. Les gens me connaissent surtout pour ma mauvaise foi et pour ma tendance... légère, très légère, à la surinterprétation. Et voilà, j'espère encore une fois apporter mes lumières, bien que je ne sois pas sûr que ça éclaire beaucoup de monde. Mais... Je pense que si les gens retiennent une seule chose de toi, éventuellement, avec cette chaîne, c'est que tu apprécies Blade Runner. Voilà, moi j'aurais été la première personne à en parler ce soir, avant que ça devienne une running gag éternelle. Ça commence à devenir obsessionnel quand même, là. Exactement. Tu nous as même pas laissé le temps d'atteindre le point Blade Runner. Oui, c'est ça. C'est pas le point Godwin, c'est le point... C'est ça, non mais c'est notre point Godwin à nous, effectivement. Bon, écoutez, je vous remercie encore une fois d'être toutes présentes et présents ce soir. Donc, je sais pas s'il est bien nécessaire de faire un bilan de l'année 2020, même si on va peut-être l'évoquer rapidement, parce que évidemment, vous le savez toutes et tous, l'année 2020 a été extrêmement pauvre en termes de cinéma. Non pas au niveau de ce qui a pu sortir, hein, mais au niveau tout simplement de la production, de la quantité qui a pu être produite cette année, en raison évidemment de cette pandémie mondiale de coronavirus.
Donc ouais, c'est une année franchement assez triste, hein, je veux dire, en ce qui me concerne. Depuis 2017, j'avais une moyenne environ entre 50 et 40 films par an que je me voyais en salle. Bon ben cette année, je pense que c'est à peu près pareil pour vous, hein. J'ai regardé vite fait j'ai regardé vos classements. On a tous vu à peu près entre allez, 7 et 10 films en salle cette année. À part peut-être Quentin qui en a vu un peu plus sur Netflix, je pense. Moi, typiquement, cette année, j'ai vu 2 films en salle. Mais de toute façon, cette année, t'as pas vu le soleil depuis mars 2020, toi, non? Les rayons du soleil qui réchauffent me manquent terriblement. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que j'avais prévu au départ de nous faire un petit tour de table pour parler de ce bilan de l'année 2020. Peut-être que ça peut être intéressant si vous avez des choses de particulier à noter. En tout cas, en ce qui concerne la fréquentation des salles, je pense qu'on partage tous ce même constat puisqu'il s'est imposé à nous tous. Mais voilà, moi à titre personnel, j'ai juste eu la chance vraiment de capter les interstices où le Covid nous a permis de retourner en salle. Donc c'était au mois de mai, en août, j'ai réussi à y retourner un petit peu. Mais voilà, après ça a été quelques fréquentations en salle au début d'année, janvier, février. Mais évidemment, tout le reste de l'année a été surtout du visionnage de vieux films et de ce genre de choses à la maison. Voilà, j'imagine que ce constat, enfin cette année est la même pour vous, bien sûr, à part si quelqu'un va me sortir un truc complètement, je sais pas, qui sort complètement du lot. Oui, je me suis acheté un vidéoprojecteur, j'ai pu mater tous les films, je sais pas, voilà, mais a priori, je pense qu'on a tous eu la même année cinématographique. Étant étudiante et étant en confinement, enfin surtout le premier confinement et que les profs étaient complètement perdus, j'ai pas eu beaucoup cours, donc j'ai passé beaucoup de temps sur Netflix. Mais j'avoue que j'ai regardé plus de séries que de films, en fait. À ce niveau-là, ça serait peut-être pas mal aussi d'en créer un autre débat, je ne sais pas. Mais j'ai regardé énormément de séries sur Netflix. Mais j'en ai profité aussi, du coup, pour regarder pas mal de films, mais pas forcément de 2020, du coup. C'est plus une année, en fait, où je pense on a rattrapé beaucoup de classiques qu'on n'avait pas vus ou des choses comme ça, que vraiment une année de découverte... je veux dire purement de 2020, quoi. Ça a été une découverte, mais une découverte d'anciens films ou de films qu'on avait ratés 2018-2019, mais voilà, pas forcément des films de 2020, quoi. C'est vrai que c'est un peu ce que disait Antonin, j'ai vu dans ton message que tu avais écrit pour la préparation de ce débat, tu disais qu'au final, par exemple, toi tu t'étais pas mal rabattu sur les séries au final cette année. Et oui, c'est vrai. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y a je pense qu'on peut le dire, une véritable prise en otage des sujets d'émission, hein, puisqu'on parle encore et toujours de cinéma. Hein, voilà. Alors que les cinémas ont quand même été fermés une partie de l'année. Bon, c'est vrai qu'on pourrait dire aussi, d'ailleurs, au sujet de cette fermeture, que quelque part, ça a aussi constitué un challenge, j'ai envie de dire, pour l'industrie du cinéma, puisqu'on a eu un peu des ovnis aussi, alors qui sortent maintenant parce que avec les délais de post-production, etc., ils sont pas tous sortis directement, mais des films qui ont été tournés pendant le confinement avec des modalités assez particulières et qui sont des beaux défis techniques, entre guillemets, j'ai envie de dire. Maintenant, oui, pour ce qui concerne cette année, effectivement, je me suis pas mal rabattu sur des séries, comme beaucoup, j'imagine. Et par contre, je suis totalement désespéré parce que j'espérais que ces confinements et le ralentissement du rythme de sortie de nouvelles choses me permettraient d'épuiser un petit peu l'espèce d'énorme réserve de choses à voir, à lire, à jouer qui est chez moi. Et en fait, pas du tout. La pile est toujours aussi grande, donc voilà, dommage. T'as eu le temps quand même de regarder L'Homme au bain de Ozon? Pardon, excuse-moi. Non, de Christophe Honoré, excuse-moi. Déjà, en plus, tu te trompes sur le réalisateur. Et je me suis rattrapé. Et ensuite, oui, j'ai dû le voir en plus, mais du coup, il y a 2 ou 3 ans peut-être. C'était pas un joli moment, hein. Franchement, c'était pas terrible. Voilà. D'accord. Clémence, peut-être un mot? Oui, c'est vrai que sur cette année de fermeture de cinéma, je m'attendais pas à ce que l'expérience cinématographique d'être dans un cinéma me manquerait autant. Tu vois, le cinéma, c'était pour moi un loisir parmi d'autres. Et là, de ne pas y avoir été... Bon, la dernière fois que j'ai dû aller au cinéma, un peu comme vous, ça devait être en septembre, octobre. En fait, ça me manque de pas être dans une salle, dans le noir, avec le son, l'image.
Je trouve qu'on le ressent pas de la même manière. Enfin, après, je sais que vous êtes tous des partisans de l'expérience cinématographique dans une salle de cinéma et je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça. Ensuite, cette année 2020, elle a été pour moi riche en cinéma. J'ai vu énormément de films. J'ai fait la liste des films que j'ai vus, elle est assez longue. Et ce qui a été enrichissant, c'est que ça a été plus de partage de cinéma. J'ai envie de dire, comme on avait plus de temps libre et de temps à occuper, je me suis plus laissée aller à voir des films que j'aurais pas eu forcément envie de voir en temps normal. Et là, vu qu'on avait le temps, j'ai dit allons-y, regardons un film vers lequel je ne serais pas forcément dirigée. Et là, je l'ai fait, qui m'a amené à de belles découvertes. Et je terminerai en disant que le challenge j'ai trouvé cette année, c'était voir des films de façon légale. Parce que, et écologique, je vais dire ça, légal et écologique, dans le sens où, à part passer par des plateformes, c'était difficile d'avoir accès à du cinéma. Parce que, je me suis dit, tu vas passer par des médiathèques, mais c'était fermé, acheter des DVD, pendant les confinements, à part Amazon, c'était pas possible d'en acheter. Et je ne voulais pas acheter sur Amazon. Enfin, voilà, donc c'était... je me suis retrouvée un petit peu face à mes contradictions. Voilà. Ok, écoute, Quentin, tu veux peut-être rebondir là-dessus ? Ouais, pour faire un petit peu la synthèse de tout, pour changer, donc je rejoins Antonin sur le fait que je pensais avoir le temps cette année de rattraper plein de choses et finalement je me rends compte que non, effectivement, la pile de bouquins, de jeux ou de films à voir est toujours aussi... T'as des circonstances particulières quand même là, on va pas se mentir. Ouais, si tu passais moins de temps à faire des gosses aussi. Bon, effectivement, ça m'a beaucoup occupé cette année. Mais blague à part, voilà, j'ai ce sentiment-là aussi un peu de cette frustration de ne pas avoir pu voir tout ce que j'avais envie. Et puis ce gros manque de la salle et du coup cette nostalgie j'ai vu quand même beaucoup de nouveaux films cette année. J'ai pas eu de difficultés majeures comme Clémence, à voir ce que j'avais envie de voir. Par contre, quand j'ai revu des films que j'avais déjà vus, évidemment, de suite, j'avais des anecdotes qui me venaient en tête. Voilà, ce moment-là, je sais pas, j'ai revu Alice au Pays des Merveilles pas Alice au Pays des Merveilles, je dis une énorme bêtise, Charlie la chocolaterie de Tim Burton. Je me suis revu ce moment où mes parents m'y avaient emmené quand j'étais tout petit. Enfin tout petit, on avait déjà une dizaine d'années je pense à l'époque, mais voilà, quand je revoyais des films cette année, j'avais toujours ce souvenir de la salle, ces petites anecdotes, ces rires partagés, ces moments qu'on vit collectivement, donc ouais ça m'a beaucoup manqué, mais j'ai quand même vu environ, donc les ai comptés, environ 130 nouveaux films cette année que j'avais jamais vus, donc effectivement une année riche, même si je n'ai été que 2 fois en salle, pour voir 1917 et Les Filles du Docteur March, donc vraiment des sorties de tout début d'année. Et du coup, tu parlais de Charlie et la chocolaterie, t'as regardé des bons films aussi pendant l'année ou pas du tout ? Eh ben on va en reparler justement. Oui, c'est vrai que profiter du confinement juste pour revoir Tim Burton, quoi, ça se pose quand même. Non mais j'essaye de faire un petit fil rouge avec le débat qu'on avait eu avec Estelle sur Tim Burton, donc comme ça donne un petit peu de liant à nos débats. En fait, c'est le second running gag de cette chaîne. Il y a d'abord Blade Runner et après t'as Tim Burton derrière. C'est ça. Bon, mais puisque nous parlions de Tim Burton et que nous parlions de mauvais films, autant enchaîner envers le classement et donc nos flops. Vous voyez, cette transition tout à fait intelligente et maligne. Donc je vous propose de faire un petit tour dans lequel vous allez nous présenter successivement vos tops et vos flops. Alors ce que je propose, c'est que nous nous attardions pas trop en fait sur chacun des films, vous les présentez rapidement, vous expliquez pour quelles raisons ils apparaissent dans tel ou tel classement. Et ensuite, je vous propose, nous ferons une discussion par après sur certains des films que j'ai sélectionnés, ceux qui reviennent notamment plusieurs fois dans nos classements respectifs. Je peux m'y coller pour commencer, si ça vous convient ? Vas-y, démarre. Pas d'objection majeure, très bien. Unanimité. Bon, je propose de commencer, on va évacuer peut-être les bofs. On va commencer par les bofs tout de suite et on va garder le sanglant pour après. Juste parmi les bofs, je voulais citer en premier, je voulais parler de Saul, qui est sorti, donc le film de Pete Docter, là, le dernier Disney qui est sorti.
je vais pas m'y attarder trop longtemps parce qu'on en reparlera certainement après, parce que je l'ai vu Saul apparaître notamment chez Quentin, si je dis pas de bêtises. Exact. Moi, c'est un film qui est pas du tout mauvais, hein, vraiment pas du tout mauvais. Je l'ai mis en bof parce que clairement, décemment, je pouvais pas le mettre dans les flops et je ne pouvais pas non plus le mettre dans mes tops. Mais disons que Pete Docter, donc le réalisateur, c'est quand même celui qui a fait Vice Versa. Il a fait Là-haut, qui est, je pense, son chef-d'œuvre. Enfin, Là-haut, je pense que c'est quand même indétrônable à ce niveau-là. Et disons que, mis en perspective de ça, je trouve non seulement Saul un peu en deçà, mais je trouve en plus, finalement, son message assez plat, si ce n'est flou. Et alors même que je m'attendais à ce qu'au moins il me transporte un peu à la manière d'un... Alors, pas avec la violence d'un Whiplash ou d'un La La Land, mais avec au moins sa musicalité. Et bien finalement, la musique de Saul est plutôt absente en réalité. C'est assez étonnant dans ce film. Donc pour moi, c'est vraiment un résultat en demi-teinte, et alors même que j'en attendais pas mal finalement de ce film Disney. Voilà, j'étais assez déçu. Je sais pas si c'était une très bonne idée de faire dans ce sens-là, mais en tout cas, peu importe. Parmi mes flops, moi j'ai mis Tenet, parce que Christopher Nolan, franchement, c'est vautré pour moi. Enfin, c'est-à-dire que un film, quand on entre en salle, on doit en ressortir en ayant compris l'histoire principale. C'est-à-dire, il ne doit pas rester une zone de flou tellement majeure qu'elle empêche la compréhension générale du film. Qu'il y ait des sous-textes, qu'il y ait des analyses complémentaires, qu'il y ait tout ce genre de choses, c'est aucun problème. Et je veux dire, ça c'est même à la limite ce qui fait la richesse de certains films. On peut aussi aimer des films poétiques qui, par exemple, n'ont pas à s'en tenir à une histoire qui va de A à Z, ou à finalement une histoire qui a un récit linéaire. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Mais Tenet, c'est à la fois l'ultra-réalisme de Nolan et à la fois quelque chose de tellement, entre guillemets, complexe que, en réalité, il faudrait le regarder en le passant à 0,5 plutôt que le regarder, enfin, en mettant la vitesse sur VLC à 0,5, parce que c'est trop rapide pour qu'on ait le temps d'assimiler ce monde qui fonctionne à l'envers. Et c'est ça le problème de Tenet, c'est qu'il pêche presque par présomption, par prétention, j'ai envie de dire, sur le fait que il est certain d'être non seulement très intelligent, mais en plus, peut-être qu'il a une haute estime de son public, cela dit, parce qu'il pense que nous allons être à son niveau. Mais voilà, moi à ce niveau-là, Tenet ne me saisit pas. Il y avait déjà eu Dunkerque qui m'avait vraiment laissé sur ma faim, et finalement, je reste assez en dehors aujourd'hui des productions Nolan. Parmi mes flops, je pourrais aussi citer le Mulan, qui a été fait donc en live action par Disney à nouveau. Bon, là il n'y a rien à dire, c'est juste que c'est pas intéressant, c'est moche, visuellement c'est vraiment moche. Il y a des idées sur le fait de s'inspirer notamment du cinéma chinois et hongkongais, mais ça va jamais bien très loin. Ils ont essayé de retirer des choses de l'histoire d'origine, je veux dire du Disney des années 90, ce qui est tout à leur honneur, d'essayer de partir ailleurs, mais en fait au final j'ai l'impression qu'ils n'ont retenu que le mauvais et supprimé que tout le bon. Enfin, c'est vraiment... je trouve ça mal branlé, et sincèrement, autant de Tenet, c'est parce que je trouve que c'est trop compliqué finalement à suivre, et du coup de passer un moment agréable devant le film, et s'il faut le revoir 3 ou 4 fois pour l'avoir dans son entièreté, ça vaut pas le coup. Et Mulan, c'est juste que bon, c'est raté quoi. Mulan c'est Mulan. Voilà, j'ai vu Mulan de Disney, et ça s'arrête là. Et donc parmi les meilleurs films que j'ai vus cette année, donc en partant on va dire entre guillemets du moins bon, et je remonterai vers le meilleur. Donc en 10e position, j'ai placé Jumanji Next Level, et je vous demanderai de bien vouloir ne pas me juger, je vous en supplie. Mais je vais m'expliquer en 2 minutes. Jumanji, je vais même pas vous justifier pourquoi le film est bon ou il est pas bon, c'est pas ça. C'est juste que j'ai vu ce film avec Estelle ici présente, dans des conditions optimales pour voir ce film. On avait payé des places assez chères pour avoir en fait un canapé privatif. On avait acheté des pintes de bière, on avait des seaux de popcorn, on avait plein de choses à grignoter. On l'a vu dans une salle bruyante, et même pas, elle était presque éclairée cette salle, tellement il y avait Enfin, c'était vraiment, j'allais dire, presque une projection comme je me l'imagine qu'elle se passe aux États-Unis ou dans ce genre de pays. Et vraiment, au final, c'était l'expérience parfaite pour ce film-là, qui est un film décérébré, mais qui, quand on le lit avec ce contexte-là, était vraiment jouissif. Faut être honnête. Je l'ai un peu moins préféré que le premier, mais sincèrement, c'était jouissif. En 9e position, moi j'ai
bien apprécié cette année Uncut Gems, le film de Joshua et Ben Safdie qui est sorti sur Netflix alors à la fin de l'année 2019, mais en France il est sorti qu'en 2020. Avec le retour de comment s'appelle-t-il cet olibriu qui est généralement un mauvais acteur. Adam Sandler. Merci, Adam Sandler, et qui prouve en fait que voilà, ça fait partie de ces acteurs qui se sont cantonnés à des rôles de comiques pendant des années, quand bien même ils ont un vrai talent de comédien hors de ce giron-là. Et Uncut Gems, c'était vraiment très sympathique à voir. Peut-être un peu vomitif pour certaines personnes, parce que c'est des lumières criardes, ça bouge tout le temps. Il y a un mixage sonore qui est très, j'allais dire original, très étrange du film. Avec des fois, on a l'impression que les personnages hurlent pour se faire entendre, comme si finalement le micro était branché avec une trop faible sensibilité, comme si la musique et les bruits extérieurs étaient trop forts. On a vraiment le sentiment d'une ville, le film se passe beaucoup en ville, on a le sentiment d'une ville qui est tout le temps bruyante, il y a du bruit tout le temps, Adam Sandler est tout le temps dans la merde à chaque instant. Donc c'est cet aspect un peu brouillon, cet aspect presque vomitif par un moment qui paradoxalement m'a plu parce que c'est un peu ce que raconte le film. En 8e position, je parlerai rapidement de Jojo Rabbit, qui est de Taika Waititi, qui était sympathique. Voilà, c'est dommage, avec un présupposé pareil, c'est dommage finalement de s'en tenir là, j'allais dire. C'est ce que j'avais dit à Estelle quand on est sorti de la salle. Quand on me vend un film avec Hitler en personnage positif, je m'attendais à quelque chose de ultra subversif et tout, et en fait non, Jojo Rabbit c'est mignon comme tout, quoi. Enfin, c'est bien réalisé, il y a des super scènes, il y a quelques moments qui font un peu grincer des dents, hein, mais ça va pas péter bien plus loin que ça. Concernant maintenant mon numéro 7, je parlerai aussi très très succinctement de The Vigil, qui est un film alors de Keith Thomas, probablement dont vous n'avez pas du tout entendu parler, je pense pas. C'est un film d'horreur de la production, des productions Blumhouse, et j'en reparlerai ça plus tard. Et The Vigil, c'est étonnant parce que c'est la première fois que je vois un film d'horreur qui se fonde sur la tradition juive. Alors j'avais déjà vu des films qui parlaient de l'humour juif, hein, c'est quand ce n'est pas drôle et que ça ne parle pas de saucisse, mais par contre des films d'horreur sur la tradition juive et sur le fait qu'il parle de la veillée, en fait des veillées funèbres. Le film met en scène une veillée funèbre qui tourne mal, on va dire globalement. C'était très étonnant d'être plongé dans ce folklore-là que moi je connais pas du tout. C'était plutôt bien filmé, ça se voit que c'est un film, je dirais, ça doit être un des premiers films du réal. Ça se voit que c'est pas un film, on va dire, le plus abouti du monde, mais il y a vraiment un travail de l'image, il y a un travail du rythme, et c'était sincèrement une bonne expérience en salle, et peut-être que Estelle en dira un mot un peu plus après. Toujours donc dans ce classement des tops, au numéro 6, j'avais mis La Nuit Venue de Frédéric Farucci. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le réalisateur à Bastia lors d'une projection en avant-première, et c'est son premier film, c'est son premier long métrage, et c'est très 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 bien, c'est très réussi. Franchement, pour un premier long métrage, c'est très réussi. Si je peux vous le décrire très succinctement, c'est un mélange, on va dire. C'est un mélange de Taxi Driver, de Drive, et le tout saupoudré d'une petite romance impossible, on va dire. Et ça se passe dans Paris la nuit. Et c'est vraiment super intéressant, notamment grâce à sa bande-son qui a été composée par Ron, et une bande-son tout électronique, tout en musique électronique, et qui est ultra efficace, qui fonctionne très bien. Je me réécoute régulièrement cette bande-son. Donc La Nuit Venue, je pense que pas mal de monde seront passés à côté parce qu'il est sorti vraiment au mois de mai, et puis après derrière de toute façon ça a été les vacances, les gens ont envie de sortir, et je suis pas sûr que beaucoup de monde soit allé en salle cet été. Donc voilà. En 5e position, moi j'ai mis The Invisible Man de Leith Whannell, donc encore une production Blumhouse qui est sortie en 2020. Décidément, enfin Blumhouse c'est vraiment la production qui chie de la péloche au maître, quoi. Et Invisible Man, c'est le film parfait de genre, dans le sens où on part d'un truc ultra serious business, en l'occurrence c'est les violences faites aux femmes, et on en fait un film d'horreur avec un vrai concept horrifique, comme un Get Out ou comme un Us de Jordan Peele. Et c'est ça que j'ai énormément apprécié dans ce film-là. Ensuite, en 4e position dans mon top, j'ai mis Adieu les cons d'Albert Dupontel.
Peut-être que d'autres personnes ici en diront un mot, donc je vais passer dessus, je vais laisser les autres s'exprimer. En troisième position, j'ai indiqué Drunk de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen dans le rôle principal. Et je voulais juste signaler ce film parce que ça nous prouve que le cinéma, une même idée peut donner des concepts complètement différents. Drunk, honnêtement, il a l'apparence et la saveur de ce qu'on pourrait traditionnellement appeler un film d'auteur. Mais pourtant, le concept, c'est un groupe de profs qui sont un peu sur, ils sont un peu en perte de vitesse, voilà, ils sentent plus trop leur classe, ça fait des années qu'ils enseignent, alors ils sont plus trop dans le renouvellement de leur méthode d'enseignement. Et ils tombent sur une étude d'un chercheur danois qui dit qu'en fait, le corps humain serait tout le temps en carence d'alcool, et c'est la raison pour laquelle nous buvons autant, et qu'en réalité il faudrait en permanence se maintenir à 0,5 g d'alcool dans le sang, parce que ça permettrait d'être dans son état normal. Et donc ces professeurs au départ en rigolent et puis décident finalement de s'y mettre et se rendent compte que leur carrière commence à retrouver un nouveau souffle parce qu'ils sont tous les jours pétés au bureau, mais juste dans la limite de ce qu'il faut pour être encore raisonnable. Alors le film a l'intelligence de ne pas déifier l'alcool ni de le diaboliser. C'est un entre-deux qui est, je trouve, très bien trouvé. Le film est touchant, Mads Mikkelsen prouve encore que c'est un acteur formidable. Et quand je parlais tout à l'heure du fait qu'un même sujet peut donner des films différents, c'est juste que Drunk, ça aurait pu être une espèce de very bad trip ou un truc comme ça. Enfin, le concept des profs décider de bourrer toute la journée pour tenir leur classe, ça aurait pu être vraiment le blockbuster de l'été bidon avec des gros acteurs américains. Et pourtant là, ça donne un film ultra sérieux qui parle vraiment du problème que peuvent rencontrer certaines personnes passé 40, passé 50 ans dans leur vie professionnelle, où on n'est pas encore en retraite, mais en même temps nos jeunes années datent maintenant, et comment on fait pour peut-être retrouver un sens dans sa vie et dans sa vie professionnelle. En deuxième position de ce top, et là je sais que ça va peut-être faire lever quelques sourcils, au moins chez une personne je dirais, j'ai mis The Gentleman de Guy Ritchie. Ah tiens, elle rigole. Que j'ai trouvé très Guy Ritchie-esque, mais dans le bon sens du terme. On y retrouve tout le sel de ce qu'on avait dans que ce soit dans Snatch, même dans les Sherlock Holmes, ou en tout cas dans tous les films plutôt de braquage de Guy Ritchie. Moi je me suis vraiment éclaté devant The Gentleman. Autant je peux comprendre que le roi Arthur soit pas la tasse de thé de tout le monde, ou même les Sherlock Holmes, mais alors The Gentleman, vraiment j'ai passé un moment jouissif devant, sincèrement. Et je termine donc mon top en présentant un film, mais vous allez voir, d'une originalité, mais vous allez être, accrochez-vous à vos sièges parce que vous ne vous y attendez pas à ce film. Je vais citer 1917 de Sam Mendes comme étant le meilleur film que j'ai vu cette année en salle, et je vous remercie de votre attention. Et nous pouvons passer maintenant à une autre personne qui nous présente son classement. Moi, j'allais dire que je peux y aller vu que j'ai quand même pas mal de films en commun avec toi, donc je vais faire dans le même ordre que toi. Donc du coup, les bofs, c'est évidemment, je l'ai vu avec Corentin, donc c'est Soul aussi, parce que souvent l'expérience Disney, je m'attends à quelque chose, voilà, de c'était gentillet comme film. Il y avait pas, comme il dit, il manquait de musique, il manquait peut-être une âme à ce film, hein, visiblement, vu qu'il y a le titre, mais il n'y a pas l'âme qui va avec. Dans mes flops, j'ai également Tenet et Mulan. Mulan, c'est mon Disney préféré, c'est vraiment celui que j'ai regardé en boucle. Les scènes qui sont censées être puissantes et qui ont été refaites ne le sont plus du tout. Ça fait vraiment un flop, quoi. C'est plus du tout des scènes puissantes, voilà. Et Tenet, parce que j'ai rien pigé à ma vie et que c'est vraiment très désagréable de regarder un film qu'on ne comprend pas. Surtout, moi j'étais contente de revoir Robert Pattinson parce que j'aime beaucoup cet acteur, en dehors de Twilight, hein. Je trouve que c'est vraiment un très bon acteur, et là on s'attache pas aux personnages parce qu'on comprend pas qui ils sont, et c'est un peu dommage. Du coup, dans mes tops, je vais faire aussi du moins bien au meilleur, du coup. Ne jugez pas ce que je regardais, d'accord? Alors, le 10e, c'est un film Netflix. C'est une comédie romantique teenager, mais
j'aime encore bien le regarder de temps en temps. C'est To All the Boys, P.S. I Still Love You, donc c'est le deuxième, vu que j'ai déjà vu le premier. Mais le deuxième est sorti en 2020. Le neuvième, c'est The Kissing Donc c'est de la Booth. récidive. C'est ça. Mais The Kissing Booth 2 aussi pour le neuvième, du coup, parce que j'ai vu le premier et le deuxième est sorti en 2020, donc je l'ai regardé. Enfin voilà, c'est des comédies romantiques à la teenager, un peu high school. Ouais, c'est cool à regarder de temps en temps. Moi j'aime bien, mais c'est pas, voilà, c'est vraiment un truc à la légère. En 8e position, du coup, j'ai The Vigil. Alors, je l'ai mis qu'en 8e, même si j'ai bien aimé, mais parce qu'il y a d'autres films que du coup j'ai plus apprécié. C'est aussi mon premier film d'horreur en salle pour moi. Je n'étais pas du tout film d'horreur avant, puis j'ai rencontré Corentin et j'ai dû m'y mettre. Et j'ai vraiment demandé à Antonin. Je n'ai pas su regarder, par exemple, L'Exorciste. Voilà, je n'ai pas regardé la fin, je n'ai pas su. Mais du coup, j'en ai regardé de plus en plus. Par exemple, j'adore le Halloween de 2018. Tous ces genres de films, voilà, j'aime beaucoup. Mais je n'avais encore jamais vu de film d'horreur au cinéma parce que j'avais trop peur. J'ai vu The Vigil, je me suis chiée dessus. Voilà, j'ai eu très très peur. Mais c'était une bonne expérience. Et du coup, je pense que je retenterai le coup. Mais je pense pas que j'irai de moi-même, enfin toute seule. En 7e position, du coup, j'ai mis Jumanji Next Level. Pareil, la même raison pour Corentin, parce que l'expérience était vraiment super cool, vraiment un bon cinéma avec le bon saut de popcorn, c'était vraiment chouette à voir. En 5e position, j'ai mis Jojo Rabbit. Du coup, je pense que j'ai peut-être un peu plus aimé que Corentin. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est un peu cette montagne russe qui nous fait faire au niveau des sentiments. Je trouvais que c'était quand même plus qu'un film mignon. Vraiment, moi, j'ai vraiment très apprécié. Le gamin qui joue dedans est vraiment extraordinaire. En 4e position, j'ai mis The Invisible Man. Je trouve que le message qu'ils font passer à travers un film d'horreur, et c'est vraiment extraordinaire aussi, de nouveau. Enfin, vraiment, c'était vraiment génial. Et l'actrice principale, que j'aime beaucoup, qui est l'actrice principale de The Handmaid's Tale. En 3e position, du coup, j'ai mis 1917. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi, mais il y a 2 autres films que je trouve... Et c'est plus, du coup, un sentiment personnel. Mais voilà, que au niveau du sentiment, j'ai plus apprécié. Ça va être en 2e position Enola Holmes, qui est vraiment un chouette film, bien dynamique, qui peut ressembler d'une certaine façon. Il y en a un qui s'étouffe. Attends, je crois qu'Antonin s'étouffe. Antonin, il y a un problème avec Enola Holmes? Vas-y, finis. Mais moi j'ai bien aimé, honnêtement c'était chouette à regarder, j'ai vraiment super apprécié, l'actrice est super cool, donc c'est Millie Bobby Brown qui joue Eleven je crois dans Stranger Things, je n'ai pas vu Stranger Things mais en tout cas c'est un des personnages principaux, il y a Henry Cavill, il y a l'autre je sais plus comment il s'appelle, mais franchement j'ai trouvé ça super chouette, c'était dynamique, c'était drôle, moi j'ai bien aimé franchement. Ça t'étouffe peut-être que je l'ai mis au-dessus du coup de 1917, mais c'est peut-être aussi, voilà, j'étais dans une période un peu molle, j'avais pas envie de suivre mes cours, je me faisais chier, j'étais en isolation du coup parce que j'avais été cas en contact, je voyais personne, du coup je me suis dit je vais regarder Enola Holmes et franchement ça m'a remonté le moral, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je le mets aussi haut, mais franchement moi j'ai vraiment bien apprécié ce film. Alors j'ai pas vu le film, mais je me dis que si pour l'apprécier il faut être en période de pandémie, en isolation, être voilà, bloqué chez soi, etc. Et c'est les conditions nécessaires pour l'aimer. Non, c'est plein de bons sentiments. Oui, c'est ça. Ah, les costumes sont bien faits. On dirait la phrase, c'est quand un gamin il te pond un dessin dégueulasse et que t'as les gens mais au moins les couleurs sont jolies. Non mais si on peut rattraper des choses... M'en fous, je défendrai ce film, il était cool. Et en première position, du coup, moi j'ai mis The Gentleman, que j'ai vraiment aussi adoré. Franchement, du coup, Guy Ritchie, j'en ai vu... Il faut que je termine Snatch, mais Sherlock Holmes, on avait vu quoi d'autre de lui, j'en ai vu plein, mais je n'ai plus de titre en tête comme ça. On a vu le roi Arthur ensemble. Moi j'ai bien aimé le roi Arthur. Bon, moi j'ai bien aimé, honnêtement j'ai bien aimé. C'est cool en fait, c'est dynamique, tu peux pas demander,
tu peux pas en demander trop à ce film, mais moi je trouve qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est vrai que ça cut beaucoup, mais c'est Guy Ritchie, donc du coup, qu'est-ce que tu veux? Tu t'attends à quoi d'autre en fait? Et The Gentleman, franchement, moi j'ai vraiment bien apprécié le truc. Les acteurs, encore une fois, Colin Farrell, oui, c'est Farrell, avec aussi Matthew McConaughey. Enfin, moi je me base beaucoup sur les acteurs. Et celui qui joue le roi Arthur, mais j'ai oublié son nom, qui joue aussi dans The Gentleman, il est trop beau. Ça marche aussi. Et après, il y avait aussi Hugh Grant, qui est assez méconnaissable. Oui, c'est clair qu'il joue un rôle totalement différent. Puisque Estelle concluait donc son classement, peut-être Antonin, puisque tu vas peut-être commencer par tes flops, est-ce que tu veux boucler la boucle avec le classement d'Estelle? Oui, alors non, bon, j'en rajoute un peu. C'est vrai que je sais pas si c'était peut-être moi qui plaçais un peu trop d'attentes dans ça, mais c'est vrai que j'étais assez déçu par Enola Holmes. Alors, je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu, mais je tiens à dire qu'Antonin m'a envoyé une petite fiche pour ce débat, et à côté de Enola Holmes, il y avait juste marqué « Mon Dieu ». Quelle indignité. Quelle indignité. Non, j'étais un peu, oui, circonspect par rapport à ce que j'ai vu. Le concept de base était pourtant pas forcément mauvais. C'était même une idée plutôt intéressante, mais je trouve que le film se perd en clichés, en bons sentiments, en scénario un peu trop convenu qu'on voit arriver à des kilomètres. Alors peut-être aussi que c'est vraiment un film pour des enfants. Effectivement, pour des enfants, je pense qu'ils s'amuseraient bien devant, mais c'est vrai que sinon les personnages sont assez caricaturaux. Il n'y a pas de... Il y a rien qui vient vraiment donner de la valeur au projet. Le jeu d'acteur est pas incroyable. Alors il est correct, il est pas incroyable. Et après voilà, comme je disais, les personnages sont assez caricaturaux, le scénario est très convenu. Ça a le mérite d'exister, quoi. Par ailleurs, il se trouve que j'ai pas grand-chose dans mes flops hein, pour cette année, ne serait-ce que parce que j'ai pas vu beaucoup de films qui sont sortis cette année, et puis il y en a pas forcément beaucoup qui sont sortis cette année. Et donc, à part celui-ci, j'avais pas grand-chose dans mes flops. Alors j'ai eu des échos sur Tenet que je n'ai pas vu, donc je me garderai de porter un jugement dessus, mais c'est vrai que j'en ai eu que des échos négatifs, donc ça me donne pas forcément envie d'aller le voir, forcément. Et par contre, c'est vrai que j'ai eu dans mes tops, pareil, pas beaucoup de choses. J'ai vraiment eu 5 films qui sont ressortis un peu du lot. Bon, il y a eu En Avant, donc le dernier Pixar, qui, bon, bah, c'est Pixar, donc c'est toujours bien, quoi. Peut-être un peu moins surprenant que ce qu'on aurait pu attendre aussi, pareil, mais bon, qui reste quand même un film intéressant devant lequel on s'amuse bien. J'ai beaucoup aimé aussi Radioactive, donc le biopic sur Marie Curie. J'ai trouvé que d'ailleurs, paradoxalement, on avait beaucoup parlé de Birds of Prey cette année pour le côté un peu des films bah voilà, qui mettent en avant des femmes, c'est un peu le woman empowerment, mais on n'a pas trop parlé de Radioactive, alors que pour le coup, c'est un film qui se base sur un personnage réel, qui retrace bien sa vie, qui le replace bien dans son contexte, dans les difficultés que Marie Curie a pu avoir, notamment à cause de son sexe, enfin à cause de son genre, selon Oula, l'interprétation. Ouais, non, mais je cherche pas du tout voilà, à créer. Mais voilà, qui replace bien en tout cas le contexte qui a pu être celui imposé aux femmes de son époque, qui montre bien bah, qu'elle a dû faire des efforts supplémentaires, qu'elle a eu du mal à être reconnue, à être considérée, voilà, qu'elle a eu des difficultés et qu'en même temps c'était quelqu'un, une force de la nature quelque part.
Et puis, je trouve ça assez bizarre qu'on n'en ait pas tant parlé que ça, alors qu'en plus, bah, c'est quand même la réalisatrice, Marianne Satrapi, c'est une personne qui est connue pour avoir eu une vie assez difficile aussi. Elle est iranienne, bon, elle a vécu deux, trois choses pas très sympas, et puis qu'elle a quand même eu des réalisations avant. Alors, elle a fait Voices. Je sais pas si vous voyez, c'est ce film où sur un espèce je sais pas vraiment de psychopathe, mais qui est vraiment déconnecté de la réalité, qui parle à son chat et qui garde une tête enfin d'une personne qu'il a tuée dans son frigo. Enfin, voilà, Avec un film Ryan assez, Reynolds. oui, assez particulier, mais qui était intéressant. J'avais bien aimé. Et puis elle était connue aussi elle est connue aussi pour Persepolis. Donc voilà. Donc moi j'ai vraiment apprécié d'aller voir Radioactive. C'est assez particulier, j'y suis allé, mais il y avait vraiment, on était deux dans la salle, quoi. Donc bon, c'était pas la période où il y avait beaucoup de monde au cinéma. Je crois que ça devait être entre les deux. Je sais plus quand est-ce que c'était exactement. Mais bon, voilà. Mais c'était bien. En troisième, j'aimerais voilà parler de Effacer l'historique. On n'en a pas encore parlé, c'est le dernier film de Gustave Kervern et Benoît Delépine, pardon, que j'ai trouvé. Bah, ils ont un style très particulier, hein, c'était déjà eux qui avaient fait, comment ça s'appelle ce film avec Houellebecq, avec Michel Houellebecq, Near Death Il y en a Experience. Enfin, plusieurs. Avec voilà, Web, c'est eux, oui, bah oui, ils en ont fait plusieurs. C'est eux aussi qui ont fait celui il y a Saint-Amour. voilà, sur le vin. Et puis, mais c'est toujours des ovnis un peu spéciaux. Et celui-là, il déroge pas à la règle. Il a un côté très éthéré et en même temps, c'est-à-dire qu'il est en même temps éthéré et en même temps très réaliste dans les sujets qu'il aborde, assez cash, irrévérencieux même sur comment il aborde les choses. C'est des films qui sont à la fois éthérés mais qui mettent les pieds dans le plat, quoi. Et je trouve que celui-ci, il est pas mal. En plus, les acteurs qu'ils ont pris sont vraiment... ils sont géniaux, quoi, dans leur rôle. Alors, il y a qui? Il y a Blanche Gardin, c'est génial comment elle joue. Elle colle bien au personnage qui lui ont donné. Il y a, je sais plus comment il s'appelle. Oui, Podalides, oui, exactement. Qui joue bien aussi. Mais il y a aussi une actrice, là, celle qui joue. Comment elle s'appelle? Je retrouve pas son nom. La troisième comparse de la bande, quoi, qui est géniale, et bon, voilà. Les jeux d'acteurs sont géniaux, les- le scénario a des côtés un peu débiles par moments, mais qui sont géniaux aussi, et voilà, c'est vraiment un truc à voir. Faut s'accrocher peut-être un peu au début parce que c'est une réal assez particulière. C'est pas un film qui te prend par la main en te mettant dans le rythme tout de suite, voilà. Mais c'était vraiment bien. Bah, les films de De Kervern et de Lépine, c'est des films qui, j'aime bien souvent dire un peu ça, tu sais, qui flirtent vraiment entre la crétinité et le génie pur, quoi. Enfin, t'as vraiment ce mélange subtil, ils sont sur une crête comme ça, et avec, ouais, à la fois de l'outrance et de l'irrévérence, et en même temps de la vraie réflexion dans leurs films. C'est notamment ce que j'avais ressenti dans Saint-Amour, tu vois, le film qui parle à la fois avec vraiment sincérité, je veux dire, de la condition des agriculteurs en France aujourd'hui, de l'alcoolisme, de la misère sexuelle et tout, et sans en faire un film qui est lourd. Et ça, c'est assez prodigieux de faire ça. Et en même temps, avec un certain respect aussi pour les sujets qu'ils traitent et pour les sujets, entre guillemets, pas pour les sujets, le sujet film, mais pour les sujets, les personnes qui incarnent aussi les concepts qui sont l'objet des films. Donc, non, vraiment, une bonne chose. Et pareil, je sais pas s'il a très bien marché. Donc, bon. En deux, j'ai mis 1917. Bon, bah voilà, hein, forcément. C'est pareil, je pense que tout le monde a dû un peu, tous ceux qui l'ont vu ont dû être quand même un peu bluffés par la réal. Et puis,
Voilà, c'est vrai que c'est une petite claque quand même quand on le voit pour la première fois. Je vais pas trop m'étendre dessus du coup. Et puis en premier, un autre film français. Voilà, les films français sont à l'honneur, là. J'ai mis Adieu les cons, donc de Dupontel. Et parce que je trouve que Dupontel a vraiment une démarche intéressante. C'est quelqu'un qui va... Il est très honnête dans sa réalisation et par beaucoup de côtés. C'est-à-dire que il est honnête dans la réalisation qu'il fait, dans les sujets qu'il aborde, où il y va pas forcément par quatre chemins, où il y a toujours un aspect un peu fable dans ce qu'il fait. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est très honnête sur comment il travaille ses sujets, qui fait vraiment une certaine recherche, qui reste pas en surface des choses, et qui, par exemple, céderait à la facilité en basant certains de ses personnages ou voilà, sur des lieux communs, et qui va vraiment essayer voilà, d'aller plus loin et d'avoir pour inscrire son film dans le réel, même si c'est une comédie dramatique, hein, un petit peu, mais qui quand même essaye d'avoir ce rapport au réel, et de faire de la recherche vraiment avant de faire ses films. Donc voilà, je voulais mettre à l'honneur un peu ça aussi. D'accord, ben merci. De toute façon, je partage ce que tu dis sur Adieu les cons et on en reparlera peut-être un petit peu après. Je propose peut-être à Clémence d'intervenir et Quentin, tu concluras, ça vous convient? Ouais, ok. Ça marche. Alors du coup, je vais commencer par mes flops. Tenet, flop, parce que le film m'a profondément énervée. Mais vraiment, j'en suis sortie. J'étais énervée contre Nolan parce que j'aime pas les films qui prennent les gens pour des cons. Et clairement, pendant pas une jour de film. Mais je me suis vraiment sentie bête de pas comprendre ce film. Et voilà, ça m'a profondément énervée. Je pense qu'on va en reparler. Donc je le mets dans mes flops. Ensuite, alors j'ai mis The Gentleman. Tu m'avais dit que mon flop créerait débat. Pourquoi je l'ai mis? Je suis peut-être un peu sévère d'avoir mis dans les flops parce que les acteurs sont quand même excellents. C'est effectivement un film avec un bon rythme. Mais moi, ça me fatigue les films sur les gangsters qui respirent la testostérone du début à la fin. Où on fume des cigares, on boit du whisky, on mange des gros steaks saignants. Enfin, ça suffit quoi. J'ai l'impression ce film de l'avoir déjà vu. Donc ça m'a profondément agacée. Et aussi j'ai trouvé que par moments il y avait quand même des relents qui revenaient quoi. Sous couvert d'humour, il y a eu quand même quelques blagues moi qui m'ont fait tiquer quoi quand je les ai entendues. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans mon flop. Bien qu'il ait des qualités après en termes de mise en scène, de scénario, tout ça. Et le dernier film que je mets, c'est un film qui est passé un petit peu inaperçu, je pense. C'est Light of My Life, qui est de Casey Affleck. Ouais. Je crois que c'est le frère de Ben Affleck. Oui, c'est un très mauvais acteur et très mauvais réalisateur aussi. N'importe quoi. Je sais pas trop pourquoi je suis allée voir ce film. Donc ça se passe dans un monde apocalyptique où en gros les femmes sont toutes mortes des suites d'une maladie qui fait que les femmes, donc il en reste très peu. Et c'est un père qui est avec une fille, qui est avec sa fille en fait, et qui essaye de la protéger, et donc il la fait passer pour un garçon. Donc on démarre, la fille elle doit avoir dans 12 ans. Et en fait, il m'a déçu ce film parce que je trouvais qu'il est passé à côté de son sujet. Tout est dans la suggestion, mais en même temps, il y a des thématiques sur lesquelles il va pas jusqu'au bout. Par exemple, sa fille, elle a 11 ans, donc on comprend qu'elle est au début de sa puberté, et donc qu'elle va plus pouvoir passer pour un garçon très longtemps. Et j'ai trouvé que c'était pas suffisamment... les sujets étaient pas suffisamment exploités. Dans ce film, il m'a laissé sur ma faim. Et j'ai pas très bien compris ce que voulait nous dire le réalisateur. Alors j'ai cru comprendre qu'il avait été accusé, je sais pas exactement, d'agression, de sexuelle, tout ça, et que c'était un peu son film de repentir. Mais voilà, je trouve qu'il est un petit peu passé à côté. Ensuite, au niveau de mes films plutôt bof, un petit peu dans la même thématique, j'ai mis Scandale, qui est un film de... Alors je connais pas du tout le réalisateur. Jay Roach. C'est un film qui parle de
donc il se passe dans la chaîne américaine Fox News. Je le mets pas dans mes flops parce que mine de rien, il m'a quand même plu ce film. Je me le mets dans mes bofs, mais je trouve pareil qu'il est un petit peu passé à côté de son sujet. Donc l'histoire en gros c'est que ça se passe à la Fox News et ça raconte comment est-ce que le producteur de la chaîne, il me semble que c'est le producteur de la chaîne, comment est-ce qu'on dénonce les agressions sexuelles, tout ça qu'il peut faire sur ses employés et eux, et comment est-ce que les femmes de la chaîne ont réussi à le faire s'effondrer, à le traîner au fait en justice. C'est ça, c'était pas le film avec Margot Robbie et Nicole Kidman? Oui, voilà. Et voilà. Du coup, il y a vraiment le parallèle avec Harvey Weinstein, tous ces parallèles-là de l'actualité. D'ailleurs, je crois que même que c'est un film qui se base sur des faits réels. Et j'ai trouvé que par moment, le film, il était pas, enfin comment dire, il était tombé parfois dans le voyeurisme. Je pense notamment à une scène avec, tu m'as dit, Margot Robbie, c'est ça? Oh, bah il y a Nicole Kidman aussi, donc mais j'ai pas vu le film, donc je sais pas. Une scène où du coup elle est enfermée avec le producteur dans son bureau et il lui demande d'enlever sa culotte et tu vois cette scène quand je l'ai vue, on n'en a pas besoin de cette scène pour savoir que ça se passe en fait. Et ça m'a un petit peu dérangée. Donc c'est pour ça que je le mets dans mes bofs. Et dernière chose, et Corentin, je sais que tu vas m'en vouloir. Je l'ai vu en VF, ce film. Et ça m'a un petit peu dérangée parce qu'en fait, j'ai senti par moments ce que ça aurait pu donner en version originale. Et par moments, ça m'a sorti. Même si je remets pas en question le travail qui a pu être fait sur le doublage. Voilà, ça m'a parfois un petit peu sorti du... Non, mais tu sais. J'enchaîne avec... Pardon, excuse-moi, vas-y. Oui. Non, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Ouais, j'allais juste dire, je crois qu'on en avait parlé justement. Il me semble qu'on a déjà eu cette discussion toi et moi sur le doublage et tu m'avais parlé de Scandale. Après, moi je suis juste, je ne suis pas un anti-VF. Tu vois ce que je veux dire, c'est juste ça que je veux dire. Je suis pas un pro-VF, c'est dans le sens, je suis pas un anti dans le sens où il y a des fois du travail qui est fait. Et par exemple, effectivement, hier j'ai regardé un film en VF avec Estelle et c'était extrêmement reposant parce que c'était un film que je connaissais, j'ai pas eu besoin de regarder les sous-titres, etc. Mais 98% des films que je regarde sont en VO et je comprends tout à fait que dans certains cas, il faut le dire, le travail peut être très mal fait et nous sortir d'un film. Voilà, parenthèse fermée. Oui, non, mais là, franchement, c'était pas qu'il était mal fait, c'était simplement que, tu vois, c'est ce genre de film où les répliques fusent, où les dialogues sont très denses. Et moi, je voyais très très bien en anglais, il y avait certaines punchlines où je me disais, ah oui, ça pourrait donner ça en anglais. Et du coup, voilà, j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir vu en version originale. Ensuite, dans mes bofs, alors j'ai mis 2 films, mais je suis peut-être un peu sévère avec eux. J'ai mis Les Fils de Dr. March, mais j'aurais pu le mettre dans mon top. C'est un film qui parle, alors l'histoire, c'est en gros 4 filles d'un docteur et ça raconte un petit peu leur vie quotidienne et sur le destin de 4 femmes. Ça se passe au 19e, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment le destin de ces 4 filles avec qu'il peut y avoir de codes et de contraintes pour les femmes à cette époque-là en matière de mariage, de conventions sociales. Et donc on suit une héroïne qui veut être écrivaine. Il y a déjà une version de ce film avec Meryl Streep, avec j'ai jamais prononcé son nom, Kristen Dunst, avec d'autres actrices aussi dont je me souviens plus. Mais ce film existe déjà. Il y en a plein, il y en a 4 ou 5 si je dis pas de bêtises. Hein. Bah d'ailleurs Estelle, je crois qu'on l'a vu ensemble. Ah, c'est possible. On l'avait vu C'est ensemble, possible. on avait vu la version du coup, si je dis pas de bêtises, de fin 90, alors je sais pas exactement. J'ai trouvé que malgré le fait que ce soit effectivement un film qui existe déjà en plusieurs versions, ils avaient quand même réussi à mettre à jour certaines thématiques de l'émancipation. Voilà, j'ai pas non plus trouvé que c'était une redite. Et c'est plutôt un moment où, voilà, D'accord. j'apprécie l'ambiance de ce film avec ces filles qui du coup elles font beaucoup de théâtre en fait. Et voilà. Mhm. Je poursuis dans mes bofs. Je mets en avant dans mes bofs parce que et pareil, je suis peut-être un petit peu sévère avec lui. J'aurais pu le mettre dans mes tops, mais je le mets dans mes bofs parce que c'est un très bon Pixar. Mais j'étais un petit peu déçue. J'ai trouvé que ça restait quand même
Bon, c'est toujours dans les mêmes thématiques de Pixar, c'est des thématiques qui reviennent de l'affiliation, de la famille, de la nostalgie. On retrouve la patte Pixar. C'est un concept assez original parce qu'en fait, on se déroule dans un conte de fées, enfin dans l'univers des contes de fées, mais l'idée c'est que la magie a disparu parce que les personnages de contes de fées n'y croient plus. Et donc, on suit une famille d'elfes. Voilà, c'est drôle, mais j'ai trouvé que ça restait un film, voilà, assez classique dans son scénario et dans ses blagues. Et donc du coup, malheureusement dans mon top de films qui sont sortis en 2020, j'en ai qu'un seul, et je vais pas être très original en plus. C'est 1917. C'est 1917 parce que énorme claque, vraiment. Je me suis assise sur le siège du cinéma, j'ai pris ma respiration et c'était top départ, quoi. Et vraiment, j'étais scotchée sur mon siège de cinéma pendant... Enfin voilà, c'était... ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une expérience comme ça et j'étais avec eux du début à la fin. J'étais dans cette Première Guerre mondiale dans les tranchées, tout ça. Enfin, parce que Clémence, quand on voit son classement, c'est-à-dire qu'il y a un seul film dans le top, tout le reste est en bof ou en flop. La meuf, c'est le Masque et la Plume en pire, tu sais. Vraiment, c'est un enfer. On a la caution Télérama qui débarque. Hein. C'est ça. En plus, vous êtes mesquin parce que Télérama, maintenant, ils mettent tout en abonné, donc je peux même plus voir leurs critiques de films qui avant... Ah, donc ça veut dire que tu cherches toujours à voir leurs critiques. Oui, mais avant, vous pouvez les voir, elles étaient gratuites, et maintenant, il faut être abonné pour voir les critiques Télérama. Je suis très triste. Non, mais c'est ça le problème avec les bobos de gauche, c'est-à-dire qu'ils veulent lire Télérama, mais ils veulent pas payer pour. Non, mais en plus, tu vois, pour le coup, quand j'ai fait ma liste de films que j'ai vus en 2020, mais qui ne sont pas de 2020, j'en ai plein des films que j'ai adorés. Mais voilà, vu qu'ils sont pas, enfin, je respecte les règles du jeu et je peux pas en parler, quoi. Mais à côté de ça, j'ai vu tellement de films qui m'ont scotché la rétine cette année, mais dont je peux pas parler là dans le cadre. Non, mais on en parlera plus tard de toute façon. Il y a un espace qui est prévu pour discuter des films que nous avons vus en 2020, parce qu'on a besoin aussi de discuter de cinéma, même si c'est pas des films de 2020. Et bien pour conclure, on va passer donc à Quentin, si c'est bon pour toi Clémence. On peut passer à Quentin et à son classement. Ok. Du coup, moi je vois le temps qui défile et la bière qui commence à faire effet, donc je vais essayer d'être concis pour pas raconter n'importe quoi. Pour commencer par les flops, donc c'est même pas la peine de s'attarder là-dessus, donc je reviens à nouveau sur Mulan, que j'ai trouvé vraiment médiocre, et vraiment c'est une honte d'avoir sorti ce film avec toutes les polémiques qu'il y a derrière également, alors que comme toi Corentin, je sais que Mulan c'est ton Disney préféré, c'est aussi un de mes Disney préférés, et j'ai été vraiment extrêmement déçu par ce film, alors même que les bandes annonces semblaient plutôt cool. Donc voilà, grosse déception. Et puis également, pour remuer le couteau dans la plaie de Disney, l'adaptation en film de Artemis Fowl, incroyablement médiocre. Donc c'est même pas la peine de tirer sur l'ambulance, voilà. Ça n'a pas d'intérêt de revenir sur ces deux films, c'était juste pour les évoquer. Avant de passer au top, donc j'ai vu quelques films pour lesquels j'ai passé un bon moment, mais que j'ai pas suffisamment bon pour les évoquer dans mon top. Donc Clémence, tu parlais des Filles du Docteur March. Donc effectivement, c'est un des deux seuls films que j'ai vu en salle, donc peut-être que j'aurais dû le mettre dans mon top pour lui donner un petit peu plus ses lettres de noblesse. Mais pas suffisamment pour moi. C'était un très bon moment. Effectivement, j'ai trouvé que les thématiques étaient peut-être un peu plus remis au goût du jour et de manière bien avancée. Mais ça reste un bon film, et effectivement on l'a dit, il y a eu beaucoup d'adaptations de ce film. Je suis pas sûr qu'il soit si révolutionnaire que ça. Autre film pour lesquels j'ai passé un bon moment, alors pour moi c'est pas vraiment bof, mais ça suffit pas pour les mettre dans le top, c'est plutôt cet entre-deux là. On va retrouver Tenet. Donc je sais que quasiment tout le monde l'a mis dans son flop. Moi Tenet, donc je l'ai pas vu en salle. Peut-être que ça change mon point de vue. Je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu en DVD parce qu'on me l'a offert en fin d'année.
c'est pas tant un problème de compréhension du film, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai compris qu'on était plutôt sur un film avec des paradoxes temporels. Le film nous dit lui-même que de toute manière, quand on traite de ces thématiques-là, il y a toujours un problème, il y a toujours le paradoxe du grand-père. Donc, à un moment du film, j'ai mis mon cerveau de côté. Je me suis dit, ok, je pars du principe que l'action se déroule dans un sens et dans l'autre. Ça suffit pour ma compréhension du film. Et je me suis laissé... Non mais sans déconner. J'ai laissé mon cerveau de côté, c'est pas normal. Non, mais c'est de la triche quand t'as triché. Quand tu as triché. Voilà. J'allais te dire, si tu dis que t'as compris le film, je te crois même pas, tu vois, tellement c'était compliqué. Si tu pars de ce principe-là, il y a des paradoxes temporels, c'est compliqué de les comprendre. Je veux pas non plus défendre le film, parce que, encore une fois, je trouve que Nolan, en un sens, je suis un peu déçu. Dunkerque, j'avais pas trop aimé, et pourtant, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je suis un peu déçu par Tenet, mais en même temps, je peux pas lui enlever cette maestria qu'il y a dans la mise en scène. On a des scènes d'action qui sont incroyables. Je pense à la course-poursuite, je pense aux scènes de guerre à la fin. Enfin, au niveau de la mise en scène, c'est assez incroyable. Et c'est dommage que Nolan soit toujours dans ce défi d'aller dans le plus compliqué, alors que finalement, il aurait pu, je pense, écrire une histoire qui soit beaucoup plus accessible. Mais voilà, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais en tout cas à partir du moment où je me suis dit ça va dans un sens, ça va dans l'autre, ça suffit à ma compréhension du film et j'ai passé un plutôt bon moment. Mais après oui, je lui enlève pas que l'écriture des personnages, c'est presque catastrophique, et c'est bien dommage puisque on a connu beaucoup mieux sur les productions de Nolan. Donc voilà. Pas un top, pas un flop, mais j'ai quand même passé un bon moment. Autre film, pour le coup, presque en entre-deux, qui aurait pu être dans le top. Donc, Corentin t'a parlé d'Uncut Gems, que j'ai beaucoup aimé. Mais peut-être ce côté un peu trop, pourtant j'aime les films à dialogue où ça fuse dans tous les sens, mais là il y en a presque, j'ai presque saturé, ça parle, ça s'arrête jamais. Alors j'étais peut-être un peu fatigué quand j'ai vu le film, mais c'est vraiment un flow, un débit de parole extrêmement important. Du coup ça m'a un petit peu parasité le visionnage, mais en même temps c'est ce qu'on retrouve dans ce genre de film. Où justement c'est les dialogues, c'est les discussions entre les personnages qui te maintiennent dans cette tension permanente, parce que pour le coup là en même temps le personnage principal, je vais pas spoiler, mais cherche un peu les merdes et il lui en arrive toujours plus, et même on se prend d'affection pour lui, on a envie que ça s'arrête, on va en finir. Non mais le film commence, au bout de 15 minutes, il est à poil dans une bagnole, dans un coffre. Enfin, c'est une descente. Alors qu'il est au spectacle de théâtre de sa fille. Ouais, c'est ça, c'est une descente aux enfers, ce film. Voilà ce film que j'ai mis dans l'entre-deux. Et puis après, des films plutôt bof, on va dire. Il y a La Plateforme, donc ça a fait beaucoup parler de lui, ce film sur Netflix, que j'ai trouvé moyen. J'ai passé un bon moment, mais j'ai trouvé ça à peu près assez moyen. Également Enola Holmes, que j'ai vu. Estelle en a parlé tout à l'heure, elle l'a mis dans son top. J'ai pas trouvé que c'était un excellent film. Je t'ai pas entendu, Estelle. J'ai juste dit mais. mais j'ai trouvé que pour un Sherlock Holmes... Enfin, c'est pas un Sherlock, du coup, c'est sa petite sœur. C'est pas un spoil, hein, elle s'appelle Enola Holmes. Voilà, sa petite sœur. J'ai trouvé que pour un film de l'univers de Sherlock Holmes, c'était un peu trop cousu de fil blanc, et qu'on n'avait pas ces rebondissements qu'on peut avoir sur ce type d'histoire, et du moins assez prévisible. Après, du coup, le côté positif du film, c'est que je trouve les costumes vraiment très très cool. Et les décors sont pas trop mal également. Et puis en dernier bof, et je passerai de suite à mes tops. En dernier bof, j'ai vu aussi Balle perdue. Donc encore une fois sur Netflix, avec des acteurs que j'aime beaucoup comme Alban Lenoir ou Sébastien Lalanne. Donc un film d'action un peu bourrin, français du coup. Donc je sais qu'il y a des personnes qui ont... Les critiques étaient mitigées, il y a eu des personnes qui ont encensé le film et d'autres qui le trouvent vraiment pas terrible du tout. Moi je suis un peu mitigé, ça reste sympa à voir, mais c'est pas non plus un film d'action que je reverrai comme un Die Hard. Enfin, les films sont pas comparables, mais j'ai pas été subjugué par ce film.
Mais en tout cas, Alban Lenoir dans le rôle, c'est vraiment un acteur cascadeur, quoi. Il est vraiment excellent ce mec, et j'aimerais beaucoup le revoir dans ce type de film. Peut-être que là, l'histoire un peu classique du prisonnier qui se retrouve dans une sorte d'histoire avec des flics pourris, et c'est lui qui va devoir essayer de rendre justice par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, c'est extrêmement vu et revu, ça apporte pas grand chose de nouveau. Voilà pour ces bofs. Et pour les tops, alors je sais pas si mon top est vraiment hiérarchisé finalement. Je pense quand même que les films du haut du classement, pour le coup, si c'est hiérarchisé, mais si je voulais l'aborder par thématique, on retrouve vers la fin 3 films Netflix. Donc j'ai pas pu mettre 10 films dans mon top, j'en ai mis que 7. Donc 3 films Netflix que j'ai mis à la fin, plutôt des films, on va dire entre guillemets à scénario à Oscar, on va dire. C'est très cliché ce que je dis, mais c'est un peu le cas. On retrouve du coup à la fin du classement, en 7ème position, en plus ça tombe bien, Les 7 de Chicago. Donc un film qui se déroule pendant le procès. Alors on a différentes lignes temporelles sur le film, qui est écrit et réalisé par Aaron Sorkin, que j'ai trouvé très chouette, qui parle des événements à Chicago, alors de mémoire en 68, pendant la convention démocrate, où il y a eu une manif qui a dégénéré, et le procès porté sur est-ce que, entre guillemets, c'est pas exactement là-dessus, mais est-ce que c'est la police qui est intervenue en premier, est-ce que c'est le fait que la manif ait dégénéré, c'est la faute de l'institution policière, ou des manifestants. Et voilà, c'est un film avec, encore une fois, un peu comme Uncut James, mais pas du tout dans la même veine, mais avec énormément de dialogue. Voilà, on est sur du Aaron Sorkin, que j'ai trouvé vraiment très très cool. Je me suis pas ennuyé une seule seconde, ça fuse dans tous les sens. Il y a des super punchlines avec Sacha Baron Cohen qui s'éclate du début à la fin du film. Et puis Eddie Redmayne, que j'aime beaucoup, cet acteur aussi, qui est très touchant et qui joue de manière très juste. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Au final, j'avais dit que je serais concis et je parle beaucoup. En 6ème position, j'ai mis La vie devant soi, qui est encore une fois donc un film Netflix, qui est une adaptation d'un bouquin de Romain Gary, que je n'ai pas lu. Romain Gary, c'est un auteur que j'ai découvert il y a 2-3 ans. J'ai lu La promesse de l'aube, j'ai lu La nuit sera calme. Voilà, j'ai vraiment adoré ces bouquins, et je savais qu'il avait écrit également celui-là. J'ai vu qu'il y avait une adaptation en film, j'avais pas encore lu le livre, donc peut-être que une fois que j'aurai lu le livre, je trouverai l'adaptation désastreuse, mais en tout cas, j'ai vraiment passé un excellent moment devant ce film. En gros, pour le dire très brièvement, c'est un film très, très social, on va dire, avec ça raconte l'histoire d'un gamin, d'un orphelin musulman, mais qui est un petit peu qui est un petit peu en doute, enfin pas en doute, mais en conflit avec ses origines. Il sait pas trop qui il est, et il se retrouve du coup, après des conneries qu'il a faites, il se retrouve chez une prostituée qu'il élève, qui a pour habitude d'élever, en fait, de s'occuper des gamins de ses collègues, et donc il se retrouve chez cette femme qui est une réfugiée, mais au final on revient pas énormément tant que ça dans le film, qui a connu l'Holocauste. Et donc cette femme, cette grand-mère, s'occupe de lui, et donc on voit évoluer ce gamin dans ce contexte-là, et j'ai trouvé le film vraiment très très touchant. En 5e position, j'ai mis Manque, le film de David Fincher, qui est sorti sur Netflix. Encore une fois, un film à dialogue que j'ai trouvé excellent, avec Gary Oldman, j'adore cet acteur, je trouve qu'il est capable de jouer mais vraiment tout et n'importe quoi, et là il joue de manière vraiment excellente, le rôle du scénariste de Citizen Kane, d'Orson Welles, et en fait l'histoire raconte comment il a écrit le film, et surtout comment il s'est inspiré de tout un tas de personnes réelles. Donc on est vraiment sur un film qui parle de cinéma, qui est vraiment dans le théâtre des opérations, est vraiment le cinéma, l'industrie du cinéma.
j'ai vraiment adoré, encore une fois, ce film. C'est pour ça que je le mets dans mon top. Personne n'en a parlé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, moi malheureusement, excuse-moi, moi ça fait partie des gros manques. C'est peut-être celui que je regrette le plus de ne pas avoir vu avant ce débat, parce que jusqu'à Manque, je pouvais me vanter d'avoir vu tous les films de David Fincher et plusieurs fois, mais voilà, mais écoute, je suis ravi d'entendre qu'il a pas perdu son mojo et je m'empresserai de le voir dès que possible. Je sais qu'il a été très critiqué, j'ai vu des critiques très négatives, mais quoi qu'il en soit, moi j'ai vraiment passé un super moment. Après voilà, encore une fois, c'est dommage, on n'a pas abordé le sujet depuis tout à l'heure, mais le fait de le voir sur Netflix et pas en salle, alors pour le coup je crois qu'il a été conçu vraiment pour être vu sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est dommage de voir, entre guillemets, je mets des énormes guillemets, du grand cinéma, uniquement sur ce type de plateforme. Quentin, on les voit pas tes guillemets, on est qu'en audio. Du coup, c'est pour ça que je l'ai dit à l'oral. Et ensuite, on va repasser donc là sur plus... Donc ça, c'était 3 films que j'ai trouvé vraiment cool. Et puis sur une partie plus coup de cœur. Donc là, on arrive dans le haut du classement. On retrouve Les Enfants du Temps. Donc le dernier film de Makoto Shinkai, film d'animation japonaise, qui avait fait par exemple Your Name, qui avait fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Et j'ai préféré vraiment Les Enfants du Temps à Your Name. Voilà, un film extrêmement touchant qui raconte l'histoire de 2 gamins qui se rencontrent à Tokyo. Voilà, un gamin qui fugue de chez ses parents, qui se retrouve à Tokyo, dans une ville où il y a un phénomène météorologique qui fait que il pleut tout le temps. La Bretagne. Voilà, c'est le Tokyo breton. Mais vraiment, il ne s'arrête jamais de pleuvoir. On ne sait pas pourquoi. Et puis, il va y avoir un aspect un peu fantastique. Voilà, je veux pas trop en dire davantage, mais c'est vraiment très très bien réalisé au niveau de l'animation. Au niveau de l'histoire, je suis vraiment tombé sous le charme. Et puis voilà, les petites critiques que je ferai, c'est que quand on arrive sur des scènes où on teste des techniques un peu différentes, d'être plutôt dans la 3D avec des mouvements de caméra, au final ça m'a plus perturbé que sur de l'animation peut-être un peu plus traditionnelle, même si je pense pas qu'elle le soit tant que ça. Ensuite on retrouve 1917 que j'ai mis en 3e position. Voilà, pour le coup le spectacle il nous est tous resté en mémoire, ce film, et j'aimerais vraiment beaucoup le revoir à nouveau, et du coup j'ai eu la chance de le voir en salle pour le coup, le seul film de mon top que j'ai vu en salle. En 2e position j'ai mis Saul de Pixar du coup, dont on a parlé juste un petit peu avant. Vraiment j'ai trouvé que c'était un excellent Pixar. Je m'attendais à rien en fait. J'ai démarré le film en pensant que ce serait un film sur le jazz. Je ne m'étais absolument pas renseigné sur le film, et finalement le film parle pas du tout de jazz, c'est plus une entrée en matière pour présenter son personnage, mais voilà, j'ai vraiment énormément apprécié le film, avec une morale qui peut être toute simple, un message très simpliste, mais qui vraiment fait sens. Voilà, c'est un film j'ai envie de dire basique, avec des fulgurances au niveau de l'animation. Encore une fois, c'est une grande déception de ne pas l'avoir vu sur un grand écran. Je pense à des scènes où on a au niveau des échelles de grandeur, des grandes différences, et vraiment ça me fait mal au cœur de l'avoir vu sur un tout petit écran. Et puis en première position, donc là on sort complètement de la fiction, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un documentaire. Alors j'ai pas vu Un pays qui se tient sage, et j'aurais bien aimé le voir, mais du coup un documentaire que j'ai mis en première position. Alors je triche le nom du réalisateur. Ce documentaire, triche encore, hein. C'est Petite Fille. Donc Petite Fille de Sébastien Lifshitz, qui a sorti également un autre film cette année qui s'appelle Adolescente. Petite Fille, c'est quoi ? C'est un documentaire sur du coup une petite fille qui est née garçon, et donc on la suit elle, on suit sa famille, on suit ses difficultés à se faire accepter telle qu'elle se sent.
comme petite fille, et c'est vraiment d'une douceur, d'une incroyable puissance. C'est pas forcément une thématique qui me parle, je me sens pas concerné par le sujet, mais la manière dont c'est filmé, c'est grandiose. Vraiment, c'est extrêmement touchant, et je pense que c'est un documentaire d'utilité publique que tout le monde devrait voir à l'école, avec un débat avec les professeurs pour justement... je sais pas quantitativement combien ça représente, ce type de cas d'enfants qui ont des dysphories de genre, mais vraiment, ce documentaire est tout bonnement incroyable, et je le recommande à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Il est sorti sur Arte. Je crois qu'il est en replay, donc c'est encore possible de le voir. Ouais, effectivement, j'en ai entendu parler parce que j'ai vu énormément de séquences qu'on tournait sur les réseaux, notamment sur Instagram et tout, et enfin, du peu que j'ai vu, ça fait chialer, hein, cette connerie, franchement, ça a l'air d'une... Non mais c'est vrai, ça a l'air d'une puissance émotive, enfin vraiment, moi ça m'a... Les quelques scènes que j'ai vues, parce que je n'étais même pas au courant, hein, quand j'ai vu le nom de ce film sur ta liste, je savais pas ce que c'était, mais là quand tu l'as décrit, du coup je comprends d'où viennent les images que j'ai vues, et ouais, c'est... On voit vraiment toute la difficulté à la fois, si on parle bien de la même chose, mais à la fois j'ai vu l'amour que les parents ont pour leur enfant, et le fait que comme toi tu n'étais pas forcément concerné par ce sujet, eux c'était pas forcément un sujet qui les concernait avant que ça entre dans leur vie, et l'amour qu'ils portent à leur enfant, et en même temps la difficulté en face à la fois du corps enseignant, des professeurs, et aussi des élèves qui sont scolarisés avec elle. Enfin, c'est vraiment, il y a tout le temps la difficulté qu'il y a dans cet univers-là, et moi ça m'a vraiment j'ai vu quand même des longues séquences, c'est pour ça que je pensais pas que c'était un documentaire, mais ça m'a troublé, ça m'a vraiment troublé de ce que j'en ai vu. Et ce qui est vraiment génial, c'est que je termine juste brièvement, c'est que le réalisateur il ne l'interroge très peu, c'est-à-dire que la fille parle très peu à la caméra. Il va la filmer, mais ça, c'est pas dans le voyeurisme. Y a des moments où on la voit qui se réveille dans son lit, qui s'habille après avoir pris une douche, mais à aucun moment tu te dis c'est voyeuriste. Il la filme juste tout simplement, et tu vois cette fille, tu la rencontres, et tu comprends son identité, quoi. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment, j'ai jamais vu d'autres films de ce réal-là, mais c'est vraiment incroyablement touchant. Eh bien, je vous remercie pour ce tour d'horizon de l'année 2020 en termes de cinéma, avec donc nos tops, nos flops, nos films un peu voilà, qui nous ont pas forcément parlé. Juste, oui, vas-y. J'ai oublié, en fait, je me suis rendu compte que je suis passée de mon film 7 à mon film 5, et que j'ai oublié de parler de mon film 6, en fait, et qu'il n'a pas été cité, et j'ai été le voir en salle, et c'est le cas Richard Jewell de Clint Eastwood, sur un attentat, une bombe qui a explosé, à Atlanta, je crois, c'était pendant les JO. Les JO ou une Coupe du Monde de football, je ne sais plus exactement, mais c'était en 1996, du coup, traduction. Et c'était vraiment un chouette film, du coup, plus un biopic, mais qui montre vraiment, en fait, l'histoire, c'est un mec qui a dit qu'il y avait une bombe, la bombe a explosé, mais il a réussi, du coup, à sauver pas mal de gens en les éloignant, et on l'a accusé, du coup, lui, d'avoir placé la bombe. Et c'est toute une histoire, en fait, où on voit comment il se défend, comment sa vie est transformée avec cette accusation fausse ou innocente, fausse ou vraie. Oui, tout simplement. Ouais, voilà. Mais c'est à vous si vous voulez voir le film. Mais franchement, c'était vraiment sympa comme histoire à suivre, et assez filmé simplement, hein. C'est du Clint Eastwood, mais franchement, c'était cool. Donc désolé, j'ai un peu interrompu, mais j'ai vraiment zappé ce film. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais écoutez, donc je vous remercie à nouveau pour ce tour d'horizon des films de 2020, flop, top, bof, mais bon, un peu tout ce qu'on a vu, et ça n'est pas beaucoup contrairement aux autres années. Moi, ça m'a un peu troublé parce que d'habitude, je tiens ma liste durant l'année, j'ai mes 40 films et je leur mets des notes, etc. Et
Et là, au final, en ce qui me concerne, enfin, tout mon top, en fait, tout mon top, flop et bof représentait l'ensemble des films 2020 que j'ai vus en 2020, je pense. Donc, j'allais peut-être, on va peut-être, revenir en arrière des films qui ont été abordés, excusez-moi, parce qu'il y a certains films qui sont revenus sur lesquels nous sommes vite passés, mais il serait peut-être intéressant de débattre réellement et d'entrer dans le vif du sujet des films de 2020. Et j'ai sélectionné quelques films, ceux qui sont le plus revenus à la fois dans nos tops et nos flops. Et je pense que le premier dont il est nécessaire que nous parlions au moins un petit peu et que nous échangions dessus, c'est 1917. Puisque ce film fait quand même l'exploit d'être dans l'entièreté de nos tops à toutes et tous, alors à des niveaux différents, mais n'empêche qu'il est présent dans tous les tops. Et je pense que c'est un symbole, alors peut-être que nous aimons les mêmes films effectivement, mais en tout cas de la qualité de ce film-là. Bonjour, ici le monteur de l'émission, je vais vous inviter à cliquer sur la deuxième partie de ce débat, si toutefois elle est sortie, enfin si j'ai fait mon boulot de monteur quoi. Mais je ne suis pas rémunéré pour ce montage. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend, on prend les gens pour des cons, c'est ça ? On prend les gens pour des cons. Mais je pense que moi, ma place est dans la rue. Le point levé pour me battre contre la tyrannie de ces gens qui gèrent cette chaîne, c'est un scandale. Je vais en informer sur le champ.